Madame, Monsieur, bonjour, un plaisir de vous retrouver fidèle à votre rendez-vous Week Éco de tous les dimanches. Le jeudi 10 janvier dernier, le vaudou était à l'honneur à travers la célébration de la fête nationale des religions endogènes. Et s'il est vrai que le vaudou est le socle de la culture béninoise, il constitue également un atout touristique majeur car au-delà de son aspect festif, il draine des curieux ou des touristes par milliers à chaque célébration du 10 janvier. Comment asseoir le développement culturel du Bénin grâce et autour des religions endogènes? C'est la problématique au menu du dossier de la semaine. Et dans le décryptage, le code du numérique va passer au scanner dans le but de mieux comprendre ces enjeux fondamentaux. Qu'il vous souvienne d'ailleurs que ce code a été promulgué en avril 2018 et pourtant les Béninois n'en connaissent pas grande chose. Car s'il est vrai que le numérique est aujourd'hui un outil essentiel de la vie quotidienne, son évolution n'est pas sans conséquence sur la vie privée des usagers. Ainsi donc se présente le menu de Week Éco de ce dimanche 13 janvier 2019. On marque le premier arrêt avec le mini-journal présenté ici par Amandine Agnambossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal. Le Bénin a célébré le jeudi 10 janvier l'édition 2019 de la Fête nationale des religions endogènes, une célébration pour rendre hommage aux différentes divinités. Les religions endogènes, selon les adeptes, procurent le bonheur et le bien-être. Il est également un levier de développement. Reportage. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le vaudou, c'est Dieu. En ce sens que le vaudou, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante. C'est la force première. En tant que tel, le vaudou relève d'une sacralité. Le vaudou est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudou. Commémorer chaque 10 janvier la fête du vaudou, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet sur le plan social de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rouleau pour bouffer la cuisse de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons grâce au vaudou, à partir du vaudou, avec le vaudou, à travers le vaudou a permis au Bénin tout entier de se réconcilier un tant soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudou et qui permet une certaine réflexion. Depuis 892, la légende suit son cours. Considéré comme une religion de la nature, le vaudou a permis au Bénin de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudou, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Bénin passe par la culture générée par le vaudou ou n'existera pas ou ne passera pas. Parce que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudou. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de la mémoire collective et qui circule dans le vide universel. Donc, vaudou permet de faire ces réalisations qui participent au développement.
Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions. Le Vodou est le développement. Le Vodou, c'est lui ou rien, c'est lui ou personne d'autre. Parce qu'il génère une culture à l'intérieur de laquelle nous sommes. Et si jamais nous voulons, nous décidons, nous osons tenter quelque chose en oblitérant tout ce que le Vodou apporte et génère comme culture sur tous les plans que je viens d'annoncer, nous ne réussirons pas. Comprendre et s'approprier le contenu de la loi portant code du numérique en République du Bénin, un exercice auquel sont conviés les acteurs de l'écosystème du numérique au Bénin. L'objectif est de renforcer leurs connaissances sur les différentes dispositions du code. Ulvaeus Balogun. Un immense code, celui du numérique. Un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique, pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyberespace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité, et donc nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverses autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités savent à quoi s'en tenir. L'ambition est donc de porter loin le code du numérique, un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Un tour au port de pêche de Cotonou, vendeuses et clientes se plaignent. Les filets des pêcheurs sont souvent vides. Certains parlent de l'armatan. Les pêcheurs sont rarement en haute mer car le risque de chavirement est trop grand. Gloria Oni, Louis Koudogbo pour plus de détails.
Au port de pêche de Cotonou, les poissons frais se font rares. Plusieurs raisons expliquent cette rareté et c'est le panier de la ménagère qui s'en ressent. En ces temps-ci, il n'y a pas assez de poissons. C'est par rapport au climat et aussi la matin aussi nous embête aussi d'y aller à la pêche en ces temps-ci. Il n'y a pas assez de poissons ces temps-ci. Parfois, on en a assez, mais il arrive des moments où c'est très rare. Les pirogues accostent presque vides. La pêche n'a pas été fructueuse. L'attente des revendeuses est longue et parfois vaine. Il n'y a pas assez de poissons. La clientèle est rare. Nous revendons la marchandise de 2000 à 2200, celle de 3000 à 3300 et celle de 5000 à 5500 francs CFA à la clientèle. Conséquence de cette rareté, la flambée des prix du poisson. Difficile alors pour les revendeuses de faire écouler leurs marchandises. Ces derniers temps-ci, le poisson coûte relativement cher. Parfois, on vient, l'argent qu'on amène au marché, on n'arrive pas à satisfaire nos besoins. Parfois, on vient, c'est cher, on se débrouille, on achète. Le poisson frais est réputé comme un aliment sain pour l'organisme. Bon nombre de Béninois préfèrent les poissons frais selon les informations glanées sur le terrain. Et ce sera tout pour ce mini-journal. Week Eco se poursuit. Merci à vous Amandine Agnambossou. Après le mini-journal, c'est la revue de presse économique qui prend place. Enoch Roupati pour l'actualité dans les journaux. Amis de la revue économique de BB24, bien bonjour et merci de prendre ce rendez-vous hebdomadaire. 2019 est une année charnière pour hisser le port autonome de Cotonou au rang des ports modernes. Pour y arriver, le gouvernement prévoit d'injecter 48 milliards de francs CFA selon les informations apportées par le journal L'Économiste. Plusieurs autres documents importants pour la relance effective des activités de ce fleuron de l'économie nationale ont été étudiés et validés par les membres du conseil d'administration réunis en session ordinaire. Il s'agit notamment des documents relatifs à la réorganisation structurelle du port de Cotonou et du plan d'investissement, documents majeurs et indispensables pour le repositionnement et la modernisation du port de Cotonou. Il est estimé à environ 300 milliards de francs CFA. Ce plan fixe désormais l'orientation des actions stratégiques à mener au cours des prochaines années, à en croire le journal. 395 milliards de francs CFA, c'est ce que le Bénin veut emprunter en cette année sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le calendrier renseigne sur le programme annuel provisoire des émissions de l'agence UEMOA titre aux investisseurs selon le journal L'Économiste. Il faut mentionner que le volume global régional prévisionnel des émissions du marché s'élève à 2778 milliards de francs CFA. Le Bénin va émettre pour le compte du premier trimestre, le 7 février et le 7 mars prochain, les emprunts prévus. Toujours à la quête perpétuelle de ses performances économiques, Standard & Poor's confirme la notation du Bénin B+ bas stable selon Fraternité. Information confirmée par la Nation dans sa parution de ce vendredi. Selon le journal du service public, c'est la preuve que l'économie béninoise se porte bien. Performance économique, le Bénin classé deuxième en Afrique pour sa gestion macroéconomique nous informe l'événement précis. L'information est aussi relayée par l'Économiste qui titre à sa une. Pour West Economic, Standard & Poor's certifie la notation du Bénin B+ barre stable. Pour ce quotidien qui traite des questions liées à l'économie, cette agence internationale financière a salué l'opération de reprofilage
réalisé par le gouvernement en septembre 2018. En plus de cette certification par l'Agence internationale financière, le Bénin connaîtra une croissance de 6,2% en 2019 selon la Banque mondiale, nous apprend l'économiste. Selon le rapport global économique Prospect, l'économie béninoise devrait progresser légèrement en 2019 pour se situer à 9,2% contre 6,0% en 2018. Ce rapport place ainsi le Bénin parmi les 10 économies les plus dynamiques des pays pauvres en ressources naturelles. Gestion des finances publiques, l'exécution du budget 2019 est lancée par le directeur de cabinet Herman Orutaku, représentant l'Argentine nationale Romuald Wadaï. Information à lire dans les colonnes du quotidien L'Économiste. Cette loi accorde une place privilégiée aux secteurs de croissance tels que l'énergie, l'économie numérique, le tourisme, l'agriculture et la santé. En données chiffrées, la loi de finances gestion 2019 est équilibrée en ressources et en charges à la somme de 1 milliard 877 millions 543 milliards de francs CFA. Dans ce budget 2019, 45,6 milliards de francs CFA seront transférés aux 77 communes que compte le Bénin par le canal du FADEC, Fonds d'appui au développement des communes. Des escarcelles de l'économie et des finances allant sur nos voies où la surcharge des camions gros porteurs passe désormais de 20% à 15%. Selon l'auteur de l'article, tout contrevenant sera contraint à une amende et le délestage du surplus avant leur mise en route. C'est sur cette note des transports terrestres au Bénin que nous mettons un terme à cette revue hebdomadaire sur la chaîne de développement BB24. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain. Merci Enoch Hunkwating. Sans plus tarder, voici le décryptage. C'est la Bible du numérique au Bénin. Le Code du numérique est aujourd'hui un dispositif législatif et réglementaire de l'économie numérique, notamment dans les domaines de la communication électronique, des services de confiance, du e-commerce, de la cybersécurité et de la protection des données à caractère personnel. Mais comment faire pour mieux le cerner? Je reçois ce matin avec moi deux confrères. Agnat Bello, bonjour. Ivaïs Balogun, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver les téléspectateurs de Wikiko. Le plaisir est partagé. Ouais. À vos côtés, il y a Maurice Tantan. Maurice, bonjour. Bonjour Ivaïs Balogun. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors Maurice, d'emblée, j'aimerais vous demander en quoi le Code du numérique constitue-t-il aujourd'hui une avancée pour le Bénin? Le Code est une avancée pour le Bénin dans la mesure où avant l'avènement de ce Code-là, on n'avait pas une loi unique qui régissait le secteur, la discipline qui est le numérique au Bénin. Et c'est une avancée dans la mesure où même dans la sous-région, je pense que dans tout l'espace francophone d'Afrique, il n'y a pas un seul pays qui ait pu réaliser cette initiative de se doter d'une loi unique qui régit divers aspects du numérique dans son pays. Donc je pense que le Bénin a réussi à cette première dans l'espace Afrique francophone de se doter d'un document unique qui régit tous les aspects du numérique, qui est encore en évolution, qui est encore une discipline, on peut dire, embryonnaire dans notre pays parce qu'on n'a pas encore exploré tous les aspects de la chose. Alors, on n'a pas encore exploré tous les aspects. Agnat Bello, pensez-vous pareil que Maurice, que ce soit une grande avancée? Oui, c'est sûr. Ce qui est encore beaucoup plus intéressant avec ce code, c'est qu'il a pensé même à une avancée au moins sur 5 ans, 10 ans. Il y a des aspects qui ont été abordés, qui ne vont peut-être pas être mis en exécution tout de suite, mais dont on va comprendre la nécessité les années à venir. Donc, on a en face un code qui est très actuel, mais aussi qui est un peu visionnaire. Oui, un code visionnaire, mais on est dans un contexte numérique où ça change au jour le jour. Est-ce que ce code n'est pas déjà vétuste dans certains domaines? Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas en fonction de nos réalités actuelles. Comme vous le dites si bien, le numérique a beaucoup avancé ici au Bénin, mais on est encore loin des grandes nations du numérique. Et jusque-là, quand vous parcourez le code, et je crois qu'il répond encore à tout ce qu'il faut. Au contraire, il faudrait d'abord qu'on s'y habitue, qu'on s'imprègne de ce code-là. S'il y a des améliorations, comme vous le dites, c'est peut-être une Bible, mais elle n'est pas figée.
Au moins la Bible, on connaît l'histoire, elle ne va plus jamais changer. Mais le code du numérique n'est pas censé être figé dans le temps. Et c'est aussi ça, le numérique. Le numérique évolue en fonction des actualités. Mais jusque-là, on a encore un code qui, d'ici 10 ans, doit pouvoir encore tenir la route, même si nous évoluons entre-temps. Alors, Maurice, d'ici 10 ans, le code sera toujours viable, espérons-le. Mais en quoi est-il important de s'approprier aujourd'hui les textes, ou plutôt les articles de ce code-là? Par principe, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et le code du numérique, c'est une loi comme une autre loi. Donc, les citoyens, les Béninois ont le devoir de s'approprier de ce code-là. Et ce qui est important dans cette démarche d'appropriation, c'est que le numérique, on le vit tous les jours. C'est contrairement à d'autres domaines de la vie où on ne se sent pas forcément concerné. Le numérique, tout le monde le vit aujourd'hui parce que tout le monde a des smartphones, tout le monde a un mail, tout le monde va sur Internet et fait des interactions. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir ce que prévoit la loi en la matière pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Évidemment, le code aborde plusieurs domaines, plusieurs aspects, d'autres qui nous intéressent directement en tant qu'individus, d'autres qui intéressent plus des personnes morales, d'autres qui intéressent plus les structures, les entreprises, les entités institutionnelles. Mais il y a, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne l'individu, on doit pouvoir aller vers le code, regarder les aspects ces aspects-là et savoir ce qu'il faut parce qu'on a déjà commencé à voir des personnes qui tombent sous le coup de ce code-là et parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'elles n'ont pas pris le temps de savoir ce que le code a prévu dans différentes situations. Justement, savoir ce que le code a prévu, on entend dire que ce code va permettre la dématérialisation des procédures administratives, ça va permettre de fluidifier un peu les échanges, le e-commerce, et même ça va permettre de rassurer les internautes parce qu'en termes de cybersécurité, comment est-ce qu'on peut s'approprier toutes ces notions-là? Parce que le code, c'est quand même plus de 600 articles. Oui, déjà, il faut préciser, ce n'est pas le code en soi qui va dématérialiser la démarche administrative ou protéger de la cybercriminalité et tout. Non, le code a mis en place juste les mécanismes de répression qui vont dissuader, par exemple, dans le cas de la cybercriminalité. Le code a prévu des principes en matière de dématérialisation, en matière de e-commerce, les questions de confiance numérique et tout. Le code a prévu les démarches, les normes en la matière. Donc, ça permet en fait à les gens qui veulent se lancer dans le secteur, dans le domaine, de savoir à quoi s'en tenir sur le plan légal, savoir que ce qu'ils font est bien régi par la loi, etc., etc. Comment s'en approprier? Je pense qu'il faut déjà se doter du code. La loi existe, il y a une version numérique que tout le monde peut avoir. On a vu récemment l'agence du numérique aussi se lancer dans la vulgarisation. Je pense que les agences en charge du numérique dans notre pays se sont vraiment lancées dans la vulgarisation. Et on sait qu'il y a plusieurs agences qui s'occupent de différents secteurs du code. Vous prenez l'APD, par exemple, l'agence de protection des données à caractère personnel, s'occupe spécifiquement des questions de données à caractère personnel, qui va faire de la vulgarisation sur ce niveau-là. Je pense que aussi, il revient d'autre part aux médias, et c'est ce que nous faisons aussi déjà sur ce plateau, de donner la bonne information aux citoyens, aux populations pour qu'ils sachent. Donc après, comme je l'ai dit à l'entame, nul n'est censé ignorer la loi. C'est à chacun dans la démarche, quand on sait qu'on est dans un domaine, on fait des interactions avec le numérique, d'aller vers les dispositions législatives qui sont prévues à cet effet et de savoir le contenu. Ce qui est sur le code a prévu beaucoup de choses et qui, comme l'a dit Annette tout à l'heure, dans le contexte actuel, répond à une grande majorité des questions qu'on peut se poser en la matière. Donc il faut aller vers et avoir assez la Alors connaissance. justement, Agnat, il faut aller vers le code. Est-ce que c'est aux citoyens d'aller vers le code? Et Maurice l'évoquait tantôt, il y a chaque secteur concerné, l'ADN, protection des données personnelles. Chaque secteur n'a-t-il pas le droit, ou plutôt l'obligation, de vulgariser le texte ou les textes, ou plutôt les articles qui les concernent pour permettre aux citoyens de mieux les appréhender pour éviter de tomber sous le coup de la loi?
Alors, d'abord, je crois qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus responsable. Et quand on parle de responsabilité, c'est d'abord ce principe de loi-là que Maurice a évoqué. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que la première personne à en faire les frais, c'est celui qui tombera sous les coups de cette loi. Donc, il ne faudrait pas prétester du fait qu'il n'y a pas assez de vulgarisation ou assez de sensibilisation pour se permettre de faire ce qu'on veut et penser que le code ne vous sera pas appliqué. Que vous le connaissiez ou pas, le code vous sera appliqué. Alors, je pense qu'il serait effectivement beaucoup plus sage d'aller vers ce code-là. Maintenant, ce que vous dites est très intéressant, mais le code encore a pensé à ça. C'est-à-dire, le code, c'est vrai, c'est 600 articles, mais mis en livre. Si vous êtes dans le e-commerce, il y a un livre particulier qui vous intéresse. Si vous voulez vous intéresser à la sécurité, cybercriminalité, il y a un livre qui vous intéresse. Si vous voulez investir dans le numérique, il y a aussi un livre qui vous intéresse. Au niveau des données personnelles, il y a un autre livre qui vous intéresse. Donc, c'est pour vous dire, ce code a été scellé en livre pour faciliter justement sa lecture. Donc, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, aujourd'hui, on dit que le numérique est transversal. Le code se laisse lire et déchiffrer facilement. Si vous avez besoin d'aide encore, je crois que, comme Maurice l'a dit, les différentes agences sont à même de pouvoir accompagner cela. Alors, vous avez demandé de tout de go si le code a une avancée. Voilà autant d'avancées, justement, avec ce code-là. Alors, on a entendu la ministre de la Communication et de l'Économie numérique dire que ce code permet, ou plutôt garantit, un cadre approprié aux investisseurs étrangers. Oui, parce que de tout temps, on a eu l'impression qu'au Bénin, le secteur du numérique était un no man's land, c'est-à-dire on pouvait se lever et faire ce qu'on voulait et tout sans rien craindre. L'avancée déjà avec ce code, c'est que tout crime normal, c'est-à-dire tout acte, tout délit normal qu'on commet est plus puni quand il a été commis avec le numérique. C'est-à-dire, si vous volez, plus lourd. Si vous volez ce téléphone simplement et qu'avec le code pénal, vous avez droit à 3 mois. Avec le code du numérique, vous pouvez vous retrouver à 1 an, 2 ans. C'est-à-dire, la sanction est beaucoup plus lourde. Mais qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique cela, c'est que justement, les délits avec le numérique ne sont pas géographiquement restreints. Si on doit salir votre réputation, qu'on veut salir votre réputation sur le net, c'est-à-dire, ça peut aller jusqu'en Yougoslavie où vous pensez ne connaître personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de limite à ce que le numérique peut faire. Donc, l'individu qui est brimé l'aide davantage que s'il avait été brimé simplement, c'est-à-dire de façon physique. Je crois que c'est pour ça que le code du numérique a eu la main un peu lourde sur les sanctions, mais c'est aussi pour dissuader. C'est aussi un effet de dissuasion. Quand vous savez que vous encourez une peine beaucoup plus lourde, je crois que ça vous restreint dans votre envie d'aller vers les délits. Alors Maurice, aujourd'hui on parle beaucoup plus de e-commerce, de transactions électroniques. On est très habitué d'ailleurs à utiliser le téléphone pour faire des transactions via les réseaux de téléphonie mobile. Alors, le code du numérique aujourd'hui balise-t-il le terrain aux startups qui sont de plus en plus créées aujourd'hui? Oui, en la matière, oui. Comme l'a dit, vous pouvez le voir dans le code, il y a un livre entier consacré au commerce électronique. Donc, quand on parle de commerce électronique, c'est beaucoup de choses également. C'est des services de confiance surtout parce que si vous devez payer un service ou un produit en ligne, vous devez vous assurer que l'argent que vous allez qui va être débité de votre compte ira effectivement chez le vendeur et qu'en retour, vous aurez votre produit ou bien on vous rendra le service pour lequel vous avez payé. Et donc, le code définit les principes, les normes qui doivent être utilisées, les normes qui doivent être appliquées en la matière. Le code, par exemple, parle des délais de garantie. Si vous achetez un produit en ligne, le code met les délais de garantie qui vont avec et tout. Donc, en fait, mais aujourd'hui, le commerce électronique n'est pas aussi ancré dans les habitudes des Béninois. Oui, c'est parce que beaucoup de choses l'expliquent. Le commerce électronique n'est pas ancré, mais beaucoup de choses l'expliquent. D'abord, vous prenez le taux d'alphabétisation. Il faut déjà compter le nombre de personnes qui savent utiliser les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs pour commander en ligne. Vous allez compter aussi le taux de pénétration de l'Internet. Et puis, vous allez compter aussi les habitudes culturelles. Il y a des gens qui préfèrent toujours aller physique au contact de leur vendeur pour payer. Parce que voilà, c'est plus sûr. Pour le moment, la confiance n'existe pas encore totalement. Donc, et donc, c'est quelque chose qui va se créer avec le temps. On vient de démarrer. Et aussi, il faut dire que
on a peu de moyens de paiement. Le moyen de paiement électronique aussi manque aujourd'hui, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, où les gens utilisent des cartes de paiement. Chez nous, c'est plutôt des solutions alternatives, notamment par le mobile banking, que ça se passe davantage. Donc, le paiement électronique n'est pas encore très développé. Je pense que dès qu'on va développer un moyen sécurisé de paiement électronique, et ça, c'est aussi à l'État de prendre des initiatives à travers les services publics. Au moment où quand on va commencer à pouvoir avoir certains services publics par télépaiement, par paiement électronique, ça va donner la confiance aux citoyens et inciter nos entreprises à investir le secteur et à proposer des solutions. Alors, on parle là de confiance sur Internet. On sait que quand on est sur Internet, nous avons nos données qui sont à la disposition de n'importe qui. On a des cybercriminels qui peuvent se permettre d'utiliser nos données à des fins inavouées. Alors, est-ce que le code permet aujourd'hui aux citoyens béninois d'être à l'aise quand il est sur Internet? Question difficile. En matière de données personnelles, personne n'est à l'aise vraiment quand on est sur Internet et nous-mêmes, c'est même légalement que les gens collectent nos données. En fait, le code a mis certaines balises en matière d'usage de collecte et de la collecte et de la réutilisation des données à caractère personnel que n'importe qui peut collecter sur les utilisateurs. Il faut dire que la collecte même en soi et le traitement des données à caractère personnel n'est pas en gros un problème, c'est la réutilisation qui pose problème. Parce que les données personnelles permettent par exemple d'améliorer même le service pour l'utilisateur. Si vous venez sur un site, vous faites certaines démarches, en collectant vos données personnelles, on peut améliorer le service pour vous parce que ça donne davantage d'informations sur vous, c'est quelles sont vos habitudes, vos besoins futurs même et tout. Mais c'est jusqu'où on peut y aller, la question. Pour le moment, et c'est pour ça que Agnat l'a dit, le code ne peut être figé. Il y a des solutions qui sont proposées aujourd'hui. Peut-être demain, il y aura d'autres démarches. Mais en matière de données personnelles, de données à caractère personnel, le plus gros challenge, c'est de le faire adopter, les principes qui sont ici, de les faire respecter par les entreprises. Les plus grosses, voilà, ce qui est difficile, les plus grosses entreprises qui collectent nos données, ce ne sont même pas des entreprises béninoises. C'est les GAFA, c'est Google, Facebook, Amazon et Apple. Et c'est pas même vous allez dans l'Union européenne, le problème se pose également. Donc, ce que nous, on peut faire ici avec le code, c'est que les principes qui sont édités dans le code, qu'on fasse en sorte que ces principes soient respectés à la fois par les entreprises locales, parce que même la collecte des données personnelles, ce n'est pas seulement dans le numérique. Quand vous allez dans une entreprise, avant de rentrer, on vous fait remplir une fiche. Vous déposez votre nom, votre prénom, l'heure à laquelle vous êtes venu, votre numéro de téléphone, voire même votre mail. Et ce sont des données à caractère personnel qu'on collecte sur vous. Quand vous avez des caméras de surveillance ou qui vous filment, c'est des données à caractère personnel de vous qu'on comprend. Donc, comment on utilise? Il y a des dispositions qui sont prévues par le code. Donc, c'est de les faire adopter, vous savez, et de vulgariser au niveau des populations pour qu'ils sachent quels sont les droits qui leur sont réservés en la matière. Quand quelqu'un enregistre vos données, par exemple, dans une base de données, vous avez le droit, par exemple, de lui demander après de les effacer. Oui, qu'est-ce qu'il va en faire, même surtout de les effacer. Que vous n'avez pas. Alors, Agnat, on a le droit de demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire de nos données, mais ce n'est pas souvent évident. Oui, mais le problème, ça dépend de la personne que vous avez en face. Il a dit, les plus gros collecteurs de données, ce ne sont même pas des personnes physiques, c'est beaucoup plus des structures dématérialisées. Et voilà. Et quand on parle du code du numérique, moi, je me suis intéressée. C'est vrai que le code du numérique protège le béninois dans l'espace béninois. C'est ça aussi l'inconvénient avec le numérique. Le numérique est interplanétaire. Donc la loi évolue et elle est différente en passant d'un pays à un autre. C'est pourquoi même par exemple pour le commerce électronique dont vous avez parlé, ce qui prime, ce n'est pas le pays de l'acheteur, c'est le pays du vendeur. C'est-à-dire la loi qui prime au niveau du commerce électronique, c'est la loi du pays du vendeur. Donc quand vous voulez opérer sur une plateforme qui existe à l'extérieur, intéressez-vous au code du numérique de ce pays. Votre code ne vous protège pas en ce cas-là. Il a beau vouloir, mais il ne peut rien faire. Donc l'avantage de notre code annonce, c'est qu'il y a les droits et devoirs de l'acheteur, il y a les droits et devoirs du vendeur, mais il y a aussi les droits et devoirs
voit de la plateforme. Ça, on oublie souvent parce qu'il y a de plus en plus des personnes qui sont en quelque sorte comme une plateforme, un service virtuel et où acheteurs et vendeurs peuvent opérer. On ne comprend pas qu'eux-mêmes, ils ont leurs responsabilités engagées. S'il y a un problème, ils doivent aussi pouvoir répondre. Ça, on ne le voit pas toujours et pourtant, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas du même avis que vous. Le commerce électronique a beaucoup évolué ces cinq dernières années. Je suis sûr, Maurice ne me dira pas qu'il n'a jamais rien acheté. Au Bénin, oui, qu'il n'a jamais rien acheté par commerce électronique. Ce qui est sûr, pourquoi on dit que ce n'est pas vraiment le commerce électronique, c'est parce que, par exemple, il n'y a pas le service de paiement en même temps direct et aussi, ce n'est pas possible que vous fassiez livrer sans avoir vu le colis au préalable. Donc, c'est une forme embryonnaire du commerce électronique. Nous, on y est déjà, la demande est là et qu'on le veuille ou pas, on n'a pas le temps de pouvoir aller faire ces achats soi-même. Qu'on le veuille ou pas, on y arrivera. Donc, c'est déjà bien que ce code ait prévu déjà comment nous sécuriser au moment où on ressentira le besoin d'y aller véritablement. Merci beaucoup à vous, Agnat Bello, journaliste à BB24. Merci pour votre présence de ce matin. Tout le plaisir est pour moi. À vos côtés, Maurice Tantan, Maurice, journaliste au service web de l'ERTV. Bien sûr. Merci à vous, Maurice. Sans plus tarder, on passe au dossier de la semaine. Le Bénin, terre du vaudou. Depuis 1992, sous l'avènement du président Nicéphore Dieudonné Soglo, le 10 janvier a été décrété Journée nationale des religions endogènes, une manière de réhabiliter le culte vaudou et de valoriser la culture endogène. Et d'ailleurs, cette journée a permis aux Béninois d'ici et d'ailleurs de mieux connaître leur culture et les religions de chez eux, un potentiel touristique en somme. On en parle dans un instant, mais avant, suivons cet élément témoin de Estelle Pazou. De la ferraille négligemment sculptée, parsemée aux besoins de poudre et d'huile rouge. Une définition bien osée du vaudou, totalement maladroite et carrément en déphasage avec la réalité. Le vaudou au Bénin est l'essence du monde. Il a valeur culturelle et cultuelle. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que le vaudou est une religion monothéiste. Le Sakwata, le Rebioso, le Legba, tout ça, ce ne sont que des intermédiaires. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, de la terre morte, on a tout ce que vous voyez, des représentations. Il y a des esprits, dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. Quel que soit le nom que les praticiens lui donnent, il est un constat que le vaudou reste et demeure objet d'intérêt, et cela au-delà même des frontières. Le vaudou aujourd'hui apparaît comme une curiosité pour certains peuples, les Européens notamment. Ils veulent comprendre. Et c'est pour ça qu'ils viennent au Bénin, certains pour s'initier, d'autres pour comprendre. Et que des gens qui soient traités de cette manière, envoyés en esclavage, puissent partir sans ce vaudou-là. Alors, mais qu'est-ce que ce vaudou-là a de particulier pour qu'on aille au-delà du Bénin sans cela? Une question qui est restée depuis des siècles et qui trouve sa réponse dans les milliers de touristes qui foulent chaque fois le sol béninois. Ce qui existe en Afrique en matière culturelle, des représentations anthropomorphiques, les scènes de théâtre, les danses et puis l'accoutrement, nos habillements, ça plaît aux autres. Ils viennent et c'est Vaudou qui a créé, tout ça est généré par le Vaudou. Donc la relation entre le Vaudou et le tourisme est une relation d'abord commerciale basée sur le commerce. Parce qu'on veut aller apprendre, on veut aller chercher du beau en Afrique et chez les Rounons dans le couvent. Donc Vaudou participe encore là au développement du tourisme. Vaudou et tourisme, un tandem qui pourrait donc être profitable au Bénin. Mais il y a tout de même quelques préalables. Le vaudou, où est-ce que les gens iront voir le vaudou? Dans les maisons? Dans les concessions? Dans les familles? C'est là le problème. Il faut qu'on y pense. Le tourisme doit être organisé et formalisé par l'État. Ne plus y être la curiosité uniquement du 10 janvier, mais de tous les jours, le vaudou pourrait aussi cesser d'être le simple folklore de la fête des religions endogènes et être source de devises au Bénin, bien plus qu'il ne l'est déjà.
Vous l'avez compris, le vaudou comme source de devises au Bénin, on en parle tout de suite et je reçois pour vous Achille Zoum. Il est consultant en art, paysage et patrimoine culturel. Bonjour, Monsieur Zoum. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, le Bénin est aujourd'hui considéré comme le berceau du vaudou et on a l'impression que le Bénin ne tire pas suffisamment profit de ce atout touristique ou de cette richesse, on va dire. Je crois même que le Bénin n'en tire même pas encore de ressources. Je pense qu'on n'est vraiment pas encore à l'estimation. Vu le potentiel que cet élément représente pour le Bénin, je vais peut-être faire des comparaisons et montrer la chose. Comparaison n'est pas raison, mais je vais quand même la faire. Allez-y. Aujourd'hui, on voit le vaudou comme une religion, n'est-ce pas? Oui. Et si on prend le catholicisme, on prend la religion catholique, d'accord, n'est-ce pas? Si on va chez les musulmans, on parle de l'islam. Et toutes ces religions ont des ancrages, n'est-ce pas? Tout à fait. Institutionnels, étatiques, etc. Et donc, pour le siège du christianisme, on va aller à Rome, d'accord? Pour le siège de l'islam, on ira en Arabie Saoudite. Et pour le siège de la religion vaudou, où est-ce qu'on va? On va au Bénin, n'est-ce pas? Et voyez un peu tout ce que font Rome, par exemple, ou l'Arabie Saoudite, par rapport à la manipulation religieuse, par rapport à la foi et par rapport aux ressources que la foi peut permettre de générer. Vous voyez, il y a les pèlerinages, tout ça. Donc, il faut considérer, si on prend le vaudou, d'accord, considérer que notre Rome, pour le vaudou, c'est le Bénin. Et donc, il faut pouvoir organiser le vaudou, hein, le mettre dans cette organisation-là, qui puisse, au-delà des festivals et autres choses, soit le lieu, hein, le berceau et le lieu, hein, où un certain nombre de tourisme culturel puisse se faire, un certain nombre on peut faire des pèlerinages, vous voyez, tout ce qui tourne autour. Donc, c'est dit clairement que le Bénin il est encore loin de cette capitalisation qui peut faire du vaudou, encore que, vous savez, le vaudou est sorti du Bénin par le biais de l'esclavage et autres, et donc a pris une dimension internationale, qu'on le veuille ou non aujourd'hui. Le Bénin, le vaudou est parti d'ici et a pris une dimension internationale. C'est d'ailleurs pourquoi moi j'évite de parler de religion endogène. Parce que, vous diriez quoi? Non, je parle d'institutions religieuses traditionnelles. D'accord. Ouais, institutions religieuses traditionnelles. Là, ça sort un peu le vaudou de son endogénéité pour le mettre vraiment sous l'orbite international et même sous l'orbite géopolitique. Vous savez, la religion a une force géopolitique, hein, stratégique, etc. Oui, c'est un vecteur de paix. On peut passer par la religion pour faire beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce qui empêche le Bénin de tirer pleinement profit de ce vaudou, de ce patrimoine culturel immatériel que nous avons au Bénin? Vous savez, il faut déjà faire un peu le diagnostic de la chose. C'est que le vaudou est dans la fascination. Il y a une certaine fascination. Et qui dit fascination, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Il y a l'attraction et il y a la répulsion. Et donc, il faut pouvoir travailler sur ces deux dimensions-là. L'attraction, qu'est-ce qui représente la force qui attire dans le vaudou, et la répulsion, et travailler maintenant sur les aspects de cette répulsion-là. Et donc, en maintenant la force et en travaillant sur les faiblesses, qui est tout ce qui repousse dans le vaudou, on pourra améliorer fondamentalement la donne. Et aussi, c'est toute l'organisation. Vous voyez, dans le reportage tout à l'heure, quelqu'un disait où est-ce qu'il faut aller voir le vaudou.
dans les concessions, dans les maisons, dans les couvents, dans la rue. Vous voyez? Donc, il y a que nous avons un potentiel que nous ne travaillons pas encore suffisamment pour capter, en fait, parce qu'il faut organiser tout ça, bien l'organiser, à la fois par les professionnels de la chose, mais aussi par les amateurs. C'est-à-dire que il faut faire la part entre le cultuel et le culturel, d'accord? Laisser le cultuel le culturel comporte deux choses. Il y a les rites et les rituels, d'accord? Donc, laisser ces éléments-là dans la main des détenteurs, d'accord? Et le culturel, le laisser vraiment aux professionnels du domaine pour en faire, et qu'il y a une bonne entente entre le culturel et le cultuel. Justement, le culturel et le culturel dont vous parlez, ce sont ces deux-là qui font toute la force des arts vaudous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du vaudou sans les danses, sans les transes des vaudous-ci. Oui, ce n'est pas pour autant qu'on va le dissocier, que ça va. C'est pour ça que je disais avant votre question qu'il faut une certaine synchronisation entre les deux, c'est-à-dire le culturel et le cultuel. Vous savez, d'aucuns peuvent venir dans le cadre du tourisme pour juste le culturel, d'accord? Quelqu'un a envie d'avoir de la chance, quelqu'un n'est pas en paix avec X, Y, il veut. Et donc il peut se tourner vers le culturel. Mais quelqu'un peut venir par curiosité, désir de savoir, de documentation, d'information. Et donc, le cadre culturel n'est pas forcément le cadre qu'il lui faut. Et pour dire clairement que instituer aujourd'hui des musées, des musées du vaudou, etc., ce sera la plus belle manière de créer des raccourcis, d'accord, pour aller au vaudou. C'est un raccourci, d'accord, qui éloigne, pas totalement, mais qui éloigne un peu le culturel du cultuel, d'accord, mais continue d'avoir ce lien-là. Parce que si tu finis avec le culturel et que tu désires aller plus loin, que tu veux aller dans le culturel, là encore, vous voyez, il faut pouvoir synchroniser un certain nombre de couvents. Oui. Il faut travailler sur ces labels de couvents. Enfin, quand on sait qu'on a couvents vont être des labels. 200 divinités, et donc j'imagine le nombre de couvents qui existent au Bénin, ce serait difficile, non, de recenser tous ces couvents-là et de les mettre dans un canal pour mieux organiser cela? Alors, si nous voulons capter, nous devons aller au-delà du difficile. C'est-à-dire que si nous voulons organiser la chose et si nous voulons vraiment faire du Bénin le siège, le siège papal, si vous voulez, du vaudou, il faut bien accepter, faire un certain nombre de sacrifices, quitte à mieux organiser le vaudou au Bénin. Vous voyez, c'est une diversité qui est d'une richesse inouïe. D'une richesse inouïe. Et imaginez que là où la créativité, les artistes s'y mêlent, vous voyez, tout ce que ça permet de générer comme créativité, comme source de créativité, comme inspiration pour la création, c'est énorme. Vous savez, on peut par temple faire des monuments, d'accord, qui représentent des entités et qui mettent vraiment les lieux saillants. Vous voyez, on va à Rome aujourd'hui, on visite beaucoup de peintures, on visite des statues, on visite un certain nombre de choses, on voit la beauté à travers l'art. Donc, il faut pouvoir mettre les temples, d'accord, les temples où le cultuel va être exercé dans cette dynamique-là, mais mieux encore que ce qu'on voit maintenant. Et donc, il faut vraiment un travail de fond pour pouvoir capitaliser le potentiel qu'est le vaudou. Alors, pour capitaliser ce potentiel qu'est le vaudou, nous avons récemment, il y a quelques années plus tôt, un projet de festival international des arts vaudous dont l'ambition serait de contribuer à une meilleure compréhension des arts vaudous et à leur intégration dans le développement du tourisme au Bénin. Pensez-vous que ce soit là l'une des solutions pour régler le problème? Alors, si vous dites une solution, je dirais oui. Je vais me taire tout de suite. Mais une solution, alors, c'est une solution parmi tant d'autres. Oui. Elle est une solution, elle va faire ce qu'elle va faire ou ce qu'elle peut faire. Mais à côté, je pense qu'il faut rajouter d'autres choses parce que les festivals tels que nous les menons, c'est
tout le côté folklorique qu'on met en exergue. Il faut aller au-delà. Bon, il faut aller au-delà. Je pense même qu'il faut développer tout le côté scientifique de la chose. Oui. C'est ça aujourd'hui. Il faut rentrer le vaudou dans la science. Il faut absolument rentrer le vaudou dans la science. Et donc, il faut que des réflexions scientifiques se mènent sur le vaudou et que, voilà, c'est ça qui va porter l'affaire très loin et va même l'ancrer dans les archives, dans les documents. Vous voyez, quand la recherche scientifique se mêle à une chose, vous voyez, bientôt on aura la technologie qui va s'y mêler et notre vaudou que nous voyons et nous manipulons là, et qui fait déplacer des choses. Aujourd'hui, on n'est pas étonné qu'on utilise la télécommande pour faire des choses, vous voyez, ça paraît tout naturel. Mais chez nous, le vaudou déplaçait déjà des choses depuis longtemps. Mais ça n'a jamais... Donc, il faut rentrer le vaudou dans la science pour pouvoir en faire usage convenablement. Parce qu'en réalité, ne pouvons nous développer que sur nos potentiels. Il ne faut pas que nous nous éloignions de ce qui fait notre richesse. Parce qu'il y a d'autres religions où il y a d'autres approches. Je demande juste qu'il y ait de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Parce que ça, c'est des éléments qui nous appartiennent. Je disais quelque part que nous n'aurons jamais été fiers de Béhanzin, de Kaba Bioguera ou d'un quelconque roi, s'il ne sait pas manipuler un certain nombre de forces. Cette force-là. Vous voyez, si Béhanzin, ce n'est pas avec le chapelet qu'il a rivalisé. Si on parle de lui aujourd'hui, il a fait arrêter ceci, il a fait ceci, il a fait ça. Ben, écoutez. Évidemment, ce n'est pas avec le chapelet, mais on ne va pas rentrer dans ce débat, au risque de créer... Alors, on sait que le vaudou, ce sont des danses, ce sont des cérémonies rituelles, des battements de tambour. Est-ce que c'est autant d'atouts qui peuvent permettre d'inscrire le vaudou ou les arts vaudou dans le patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO? Bon, avant de répondre à ta question, j'ai une foi religieuse, d'accord? Mais là, je suis sur un plateau, je discute techniquement. Oui. Et donc, c'est tout ce que je dis a une certaine technicité. Et même moi, ma foi, je le mets en preuve parce que je sors des choses très techniques. Tout à fait. Voilà, et ça, c'est fondé. Maintenant, mettre le vaudou dans le patrimoine, le giron du patrimoine immatériel, oui, la chose est possible. Vous savez, on ne va pas dans ce giron parce que c'est un label, le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est un label. Et on ne rentre pas dans ce label sans avoir une certaine organisation parce que c'est vraiment coercitif, c'est rigoureux. Il faut pouvoir décanter les choses correctement avant d'aller au label. Aller au label, Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut remplir? Parce qu'au Togo, par exemple, il y a des danses quand même qui sont inscrites au patrimoine. Le tango, je crois. Mais il y a des danses qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Alors, le vaudou, quand on sait que c'est... Ou bien il faut juste faire la demande, comment ça se passe? Oui, je dis il faut vraiment étudier le cas. Il faut savoir ce qu'on veut inscrire au patrimoine. Vous savez, il y a les artefacts du vaudou, il y a les objets, d'accord, qui sont des supports du vaudou, d'accord. Donc il faut vraiment identifier ce que l'on veut mettre au patrimoine immatériel. C'est-à-dire que le vaudou est composé de tout ce qui est rituel. Donc soit ce sont les mais il y a les objets, voilà. Soit ce sont les rituels, soit ce sont les objets même de divination. Oui, il faut qu'on choisisse. Bon, les objets, non, déjà parce que ce n'est pas dans la dimension immatérielle, d'accord. Et puis c'est des témoins. Mais je pense que les danses, d'accord, les danses, tout ce qui est savoir-faire transmissible dans ce cadre-là, oui, bien sûr, répond aux critères d'une labellisation sur la liste du patrimoine immatériel. Merci à vous, Monsieur Achille Zohou. Je rappelle que vous êtes consultant en art, paysage et patrimoine culturel. Avec vous, nous avons évoqué la possibilité pour le Bénin de faire du vaudou et des arts vaudou un atout touristique à même d'impulser le développement culturel et économique du Bénin. Merci pour votre présence ici. C'est tout pour Week Echo de ce jour, de ce dimanche, à suivre tous les dimanches à 11 h sur BB24 et en simultané sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Portez-vous bien et à bientôt.